game. Bonjour, bonsoir et bienvenue au PA Sports Podcast, édition du 16 septembre 2024, émission numéro 12. Je suis présentement en compagnie de l'illustre Hubert Provencher, propriétaire du restaurant Le Pouce et gagnant 4 fois du Saint-Fer NHL Pool, déteneur d'un baccalauréat en politique et d'un cours à l'ITHQ de Montréal en cuisine italienne. Le voici surqualifié pour occuper le poste de co-animateur du podcast PA Sports. Souhaitons-lui la bienvenue, Hubert Provencher. Salut mon PA, en forme? Ah oui, top shape. Grosse émission aujourd'hui, grosse édition. Il s'est passé pas mal d'affaires dans la dernière semaine. Puis je voulais commencer, Hubert, avec la victoire des Capitals de Québec. Oui, monsieur. Une troisième victoire consécutive dans la Ligue Frontière. Ils ont gagné en 4 matchs la série 3 de 5, les opposants au Wild Thing de Washington. Un match magique. L'équipe perdait 6-1 en fin de 8e manche. Rien ne semblait vouloir se passer. Puis on a mis des coureurs sur les sentiers. Puis un joueur a été atteint. Puis pif, paf, pouf. Finalement, c'est Quirion qui est venu donner la victoire au Capitals avec un circuit de 3 points. Il y avait 2 retraits, 2 prises. Il était à une prise de perdre le match et la magie du stade Canac a opéré. Quirion a catapulté cette balle dans la droite pour faire gagner l'équipe là, avec un circuit de 3 points. C'était une 12e victoire consécutive à domicile au stade Canac, Mont-Hubert. Oui, ben vendredi, on était là. On était Oui, sur place. Effectivement, de notre côté, on était toute l'équipe du PA Sports Podcast était sur place pour le match numéro 3. On a fait partie des 4297 spectateurs présents pour voir la victoire des Capitals. Un match qui était pas parti pour être une victoire. Là, Non. Le partant Saldana s'est fait sortir après 2,2 manches de travail. Il avait accordé 5 points mérités, 3 coups de circuit. C'est Ruben Ramirez qui s'est amené en relève, qui a très très bien fait durant les 5 manches de travail dans lesquelles il a été employé. Puis c'est Nick Trabacci. Je ne sais pas si je le dis comme faux, là, mais qui est venu récolter le sauvetage pour les Capitals. Ça a été quand même un bon match. Là. Il y a eu beaucoup de coups de circuit de part et d'autre. Oui. Là. Dont Quirion là, qui a frappé un circuit de 3 points là, lors de notre présence. Je ne sais pas si Hubert et David s'en rappellent, eux qui étaient... qui se sont bien abreuvés tout le long du match. Il faut dire qu'il faisait chaud. Puis, C'était vraiment une belle soirée. Il y avait de l'ambiance. Vraiment une belle soirée de balle. J'ai d'ailleurs mis une petite vidéo là, sur la page Instagram du podcast. Là, page sur laquelle vous pouvez vous abonner. Hein, d'ailleurs, PA Sport 44, tout de mots sport avec un S. Trouvez-moi, là, puis je mets des petites photos là, quand je vais voir des matchs de sport, puis si vous voulez me supporter, c'est une façon de le faire. Fait que voilà, ça a été les Capitals, c'est vraiment les Yankees de la Ligue. Même si j'aime pas les Yankees, c'est pas mon équipe, là, mais on peut le nommer comme ça, là. Vraiment, c'était un 10e championnat pour eux. Ça fait 25 ans que l'équipe existe. Puis, c'était la 25e saison. Déjà 10 championnats, un 3e consécutif.
C'est wow, c'est digne de mention. Puis l'ambiance était à la fête pour la victoire des Capitals. Là, j'ai vu des images dans lesquelles Ryo Koigashi, là, le releveur, là, l'ancien lanceur du Brock de Drummondville dans la LBMQ, là, il était en bedaine, dans un panier d'épicerie avec un chapeau de cowboy rose, puis il se faisait pousser autour du terrain par ses chums. Fait que voilà, une autre belle victoire pour les Capitals de Québec. Puis on a eu une très belle soirée vendredi soir à Québec qui a débuté au Capitale puis qui s'est terminé. Ça sera pour la fin de notre soirée sera disponible sur la version premium du podcast pour abonnés avertis seulement. Fait que voilà, parlant de Ryo Koigashi, ça me permet de faire du pouce Hubert sur la victoire en série de l'Unicanva en 7 matchs. Je suis allé assister à ça samedi après-midi. Il faisait gros soleil. C'était au stade Rémy-Deshaies parce que je vous le rappelle, le Brock n'a pas de stade pour le moment qui est en rénovation. Fait que c'était donc le match ultime là, de la finale de division B45. De la demi-finale de division là, B45. Là, ça a été un très bon match aussi. Un peu dans le même genre que celui du match qu'on est allé voir vendredi soir, puisque le lanceur partant, Michel Simard, a connu un début de match plutôt chancelant, accordant 4 points, un coup. Puis, il a accordé 4 points, puis là, je me suis mêlé un peu dans mes notes, mais il n'a pas eu besoin, lui, de releveur. Là. Il s'est rapplombé tout seul, le bon vieux Michel Simard, puis ensuite, dans les 6 manches et un tiers qu'il a lancé, il a accordé seulement un coup sûr là, après cette première manche difficile. Puis c'est Joe Pack, Jonathan Paquette, qui s'est amené là, pour clore le match pour les 2 derniers retraits. Il a clos le match là, pour le sauvetage là, avec 2 retraits sur des prises. Puis, ça a été vraiment un très, très, très bon match. Encore une fois, là, Louis Gendron qui s'est illustré à l'offensive, Stéphane Pouliot, Ponce, là, surtout là, Ponce qui a frappé un coup de circuit, un double pour aider l'Unicanva à l'emporter. Puis, ça a été une super de belle partie. C'était ma première au stade Rémy-Deshaies à Victo. Puis, vraisemblablement pas la dernière puisque l'Unicanva va affronter le Cactus de Victo en finale de la division B45. Fait que ça devrait être une série bien intéressante qui va débuter mardi à 8h au stade Rémy-Deshaies. Ensuite, je crois que ce sera à Thetford jeudi. Puis, vous irez regarder sur la page Facebook de l'Unicanva là, pour les autres dates. Michel Dagenet de Drummond là, qui a encore vraiment bien fait. Michel Dagenet appartenait à Shawinigan, jouait pour Shawinigan, puis Drummond sont allés le chercher, ont payé cher, ils ont donné le choix de première ronde pour l'avoir. Puis il a quand même bien répondu. Dans le match numéro 7, il s'est amené à la plaque à 4 reprises. Puis, il a frappé 2 coups sûrs, un coup de circuit, un double pour aider son équipe. Puis, les 2 autres fois où il s'est présenté, l'Unicanva a choisi de lui donner un but sur balle intentionnel. Il avait frappé un coup de circuit en partant contre Michel Simard. Puis, je pense que l'avantage psychologique était du côté de Dagenet. Puis, on a préféré lui, aux grandes dames là, des partisans de Drummond, parce que j'étais assis dans leur section. L'Unicanva a accordé des buts sur balle intentionnels à Michel Dagenet, puis visiblement la stratégie a fonctionné. Petite anecdote quand même intéressante, c'est que j'étais assis à côté des parents d'un des lanceurs du Brock, là, Carl Coutu, qui n'a pas lancé de l'année dû à une blessure à l'épaule. Puis j'étais assis avec ses parents, puis ils m'ont parlé de l'équipe, puis des attentes là, pour l'année prochaine. Puis
de certains petits détails. Là, fait que j'ai passé un bon moment à jaser de balle avec eux autres, puis à partager notre amour pour le baseball. Fait que ça fait le tour pour le baseball. Hubert, l'Unicanva, on va suivre ça en finale de division. Puis la Ligue Frontier, c'est terminé. Les Capitals ont gagné. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Tu suis des clubs qui performent, toi, PA? Oui, c'est l'effet PA Simoneau. Peux-tu en dire autant de ton club de hockey préféré? Non, là, ça, mon club de hockey préféré, le Canadien, est en reconstruction. Puis, justement, tu m'emmènes là-dessus. Là, un matin avait lieu le tournoi de golf annuel là, qui donne le coup d'envoi au camp d'entraînement. Puis, j'ai réécouté là, les entrevues là, de Geoff Molson, de Jeff Gorton, puis de Ken Hughes. Puis, encore une fois, là, Molson, très bon, un habile patineur, je dirais le meilleur de l'équipe. Elle n'a pas porté de patin, mais encore pas dit grand-chose là, devant les partisans. Mais quelque chose que j'ai retenu, premièrement, le mot du jour, c'était être dans le mix. Se battre pour être dans le mix. Puis finalement, ce que ça veut dire, c'est que les Canadiens espèrent se battre pour les séries puis être en course le plus longtemps possible. Puis en lien avec ça, quelque chose d'intéressant que Molson a dit, c'est on va faire tout ce qu'on peut. Il l'a dit en anglais, mais on va faire tout ce qu'on peut pour être dans le mix. Ça voulait dire quoi, ça, faire tout ce qu'on peut? Ça veut-tu dire acquérir des joueurs? Ou ça veut dire on va se battre le plus fort possible avec les effectifs qu'on a? Bref, il a quand même dit on va faire tout ce qu'on peut pour être dans le mix, pour se battre pour une place en série. C'est sûr qu'il va toujours être prudent, M. Molson, pour ne pas décevoir, justement. Ses partisans, il va dire des choses des fois qui ne veulent rien dire, justement, faire comme tu dis. Puis, mettons que la patience est de mise encore cette année, je pense. Oui, c'est clair. 3e année de reconstruction. Puis, il dit rarement quelque chose d'intéressant, là, M. Molson. Là. C'est la business avant tout. Puis, les performances à la glace, je pense que c'est de second ordre pour lui. Bref, moi, c'est l'impression qu'il me donne. Mais bon, on a quand même... c'est le moment d'être optimiste. Aujourd'hui, c'était le tournoi de golf. Le camp va s'amorcer mercredi. On a des bonnes recrues. Puis, on est en train de bâtir quelque chose d'intéressant à Montréal. Puis, par rapport aux recrues, il y avait 2 matchs en fin de semaine contre les recrues des livres. Puis... j'ai pas écouté les matchs, mais j'ai lu beaucoup sur Twitter tous les intervenants parler du Canadien, puis c'était tellement positif. Je me suis dit, câlisse, le Canadien doit gagner 10-1 puis 8-2, mais non, finalement, ils avaient perdu 4-3 samedi en shootout, puis ils ont perdu dimanche 5-4, tu sais. Puis, une petite réflexion que j'ai eue, là, mais moi, j'étais un amateur, là, mais je me disais, Colin, les recrues des Leafs, forcément, ils doivent être moins bonnes que les nôtres parce que les Leafs finissent toujours en haut du classement puis ils ont toujours des choix lointains. Fait que visiblement, on doit être en avant d'eux autres. Mais sur la glace, ça a été une autre histoire. Ça a été 2 défaites. Mais bon, à ce qui paraît, Lane Hudson a été très bon. Il a récolté 2 passes, là, une passe dans chacun des matchs. Ça a été plus difficile pour Rainbacker, surtout samedi. Paraît que dimanche, ça a été un peu mieux, mais samedi, paraîtrait qu'il était très mauvais. Ça reste un diamant à polir, puis clairement que la Ligue américaine va lui ouvrir ses portes, puis l'aider à le former, mais tu sais... Je pense qu'un joueur européen comme lui qui arrive comme ça, on peut y donner au moins jusqu'à Noël, pour s'acclimater au style de jeu puis à la patinoire nord-américaine. Là, on peut se permettre d'être indulgent. Je pense qu'il avait quand même bien fait pour finir la saison l'année passée quand il était débarqué justement avec le Rocket. Cette année, patience. Oui, effectivement, patience est de mise. Un qui a semblé jouer de bons matchs, puis j'ai aimé ce que j'ai vu de lui dans les highlights, c'est Logan Mailloux. Premièrement,
Il a joué les 2 matchs avec le C. L'organisation avait choisi de lui remettre le C, qui est pas banal, qui n'est pas anecdotique selon moi. Je pense que c'est un statement important que l'organisation a fait avec Logan Mailloux en lui mettant le C. C'est-à-dire qu'on croit en lui, puis on va lui donner les chances, puis on a passé l'éponge sur ses frasques du passé, puis c'est correct aussi comme ça. Mailloux a eu un 10 minutes de mauvaise conduite après s'être porté à la défense de Lane Hudson. Lane Hudson qui s'est fait brasser un peu, là, par je ne me rappelle plus quelle recrue des Leafs, mais il s'est fait pousser sur le cul pas mal solidement. Puis Mailloux s'est interposé, puis a brassé la cage de la recrue des Leafs suffisamment pour avoir un 10 minutes de mauvaise conduite. Il a scoré un gros but après ça pour créer l'égalité. Oui. Puis, s'il peut nous donner ce genre d'intensité-là, puis c'est parce que ça reste un gros bonhomme, là, Logan Mailloux. Il a le physique de l'emploi, ça, c'est sûr. Oui, vraiment. Puis, c'est un gars de 6'2", 6'3". Si je ne me trompe pas, s'il est capable d'amener une dimension physique à son jeu, puis de se porter à la défense de ses coéquipiers, avec un bon lancer, de la pointe, puis du leadership, visiblement, s'ils lui ont donné le C. C'est 6'3", 220 livres pour Logan Mailloux. Fait que moi, je ne serais pas surpris qu'il débute l'année à Montréal. Puis s'il ne la débute pas, ben il devrait revenir plus tôt que tard dans l'organisation. Fait que voilà, le vrai camp débutera mercredi. Qu'est-ce qu'il en sera pour l'aîné, pour Dak, pour qui jouera sur le deuxième trio? Est-ce que ça sera Newhook, Joshua Roy? Moi, j'aimerais bien voir Roy, je l'aime beaucoup. Mais je verrais même Newhook jouer au centre du troisième trio après le départ de Dvorak. Là. Fait que, bref, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà ce qui fait le tour là, pour les matchs recrues. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, mon cher Hubert? Ben, je pense que les Leafs avaient amené des joueurs plus d'expérience. C'est peut-être ça qui a expliqué que nos meilleurs recrues, entre guillemets, ont eu plus de difficultés. Ouais. Ça reste qu'on avait 2 gardiens qui vont retourner dans le club junior cette année. Là. Puis les gardiens ont eu de la difficulté aussi de ce que j'ai pu lire. Puis à l'offensive, ben on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus. Là. Il y a le frère de J.K., Florian, qui s'est battu. Puis, je pense que nos meilleurs recrues, à part Hudson, Mailloux à défense, les meilleurs, ils n'étaient pas là. T'sais. Non, c'est sûr que des gars comme Demidov n'étaient pas là, puis d'autres bons joueurs d'attaque. Mais voilà que Rainbacker, Hudson puis Mailloux étaient là à la défense quand même. Fait que voilà, à suivre, on vous tiendra au courant là, de ce qui nous a marqué pendant le camp d'entraînement des Canadiens. Ce qui nous amène, Hubert, notre tournée de la NHL en vue de la prochaine saison. On avait terminé la division centrale lors du dernier podcast. Puis aujourd'hui, on commencerait le tour de la Pacifique. Puis on commencerait ça avec les Ducks de Anaheim. Parlant d'équipes en reconstruction, les Ducks en sont clairement une. Un club très jeune. Très, très jeune. Le nom qui a retenu l'attention cet été du côté des Ducks, c'est clairement Trevor Zegras. Beaucoup le voyaient à Montréal. Finalement, c'est Patrick Laine qui s'est emmené, puis Zegras est toujours propriété des Ducks. Moi, ce qui m'excite le plus au niveau de la saison des Ducks, c'est qu'ils vont ramener le vieux logo là, de la face de canard fâché avec les bâtons de hockey, qui est selon moi le plus beau logo de la Ligue nationale, qui est pas sans nous rappeler les belles années des Mighty Ducks là, du film là, avec Gordon Bombay, puis Adam Banks, puis les frères Bagarra, puis tout ça. Fait que voilà. En lien avec les jeunes joueurs des Ducks,
Il y a Seneke là, qui a été repêché 3e au total, qui va rater le début de la saison, rater le camp des recrues, fracture au pied, devrait revenir fin octobre. Plate un peu pour eux autres. Qu'en sera-t-il de Tristan Luneau, le joueur des Tigres qui n'a jamais joué, qui a dû rater le reste de la saison, puis le championnat mondial junior dû à une infection au genou. Qu'est-ce qui va en arriver avec lui? J'ai vu une entrevue là, sur la nouvelle. Là. Il est venu à la classique Maverick Bourque là, à Plessisville, puis il semblait déçu vraiment de ne pas avoir pu jouer avec les Tigres, mais comme il disait, bon, c'est les médecins qui avaient le dernier mot, puis c'est l'organisation des Ducks qui a géré ce dossier-là. Ce qu'il avait fait le club, Luno, Ouais. l'an passé pour commencer la saison avec Ouais. les Ducks. Ben, ils ont de la place en masse. Là. Ils ont quand même un bon noyau de jeunes là, avec Mason McTavish, Troy Terry, Vatrano, Zegras, Léo Carlson, Cutter Gauthier. Ils ont quand même une belle avenir devant eux. À la défense, il y a plus de points d'interrogation. Ils ont le vétéran là, Gibson devant le but qui pourrait changer d'adresse aussi, là, tout comme Cam Fowler. Là. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, là, Elliot Friedman en parlait là, dans son podcast là, que Fowler avait discuté d'une possibilité d'être échangé par les Ducks. Là, lui qui a 32 ans, qui lui reste 2 ans de contrat à 6,5 millions. Puis il y a aussi Gibson là, qui pourrait demander d'être échangé à la date limite pour aider un club gagnant. C'est sûr qu'eux, à l'âge qu'ils sont rendus, quand les Ducks vont être bons, ben, ils seront plus dans le coup. Non, effectivement. Puis on veut bâtir avec autre chose là, du côté des Ducks. Je suis certain de ça. Est-ce que Frank Vatrano pourra continuer, lui qui a été une belle surprise l'année passée, là, est-ce qu'il pourra continuer sur sa lancée? C'est un joueur que j'ai bien aimé. Il a quand même récolté 60 points, 37 buts en 82 matchs. Là. Ça a été vraiment la surprise là, du côté des Ducks là, dans une saison qui a été plutôt difficile. Oui, ben les Ducks, écoute, je pense qu'on va sûrement avoir des beaux flashs des Ducks, mais règle générale, ils vont en perdre plus qu'ils vont en gagner. Oui, ça c'est clair. Ils ne devraient pas faire les séries et ne pas être proches non plus. Fait que voilà, ça fait le tour du côté des Ducks. Un club sur lequel on ne s'attardera pas longtemps, puis pour lequel c'est pas très jojo non plus, c'est les Flames de Calgary. Oh, c'est triste. Oh, que c'est triste là. Devrait être mené par Nazem Kadri à l'offensive. Ils ont vu Markstrom partir, lui qui les a tenus qui les a gardés dans le match plus souvent qu'à leur tour l'année passée. Ils ont quand même été exclus des séries, devraient être exclus encore cette année des séries. Ça sera Dustin Wolf, le numéro 1 devant le filet. Il est encore très jeune. Est-ce qu'il va être en mesure de gauler sa tête puis d'amener les Flames là, à récolter quelques victoires? J'en doute beaucoup. On a l'énigmatique Jonathan Huberdeau aussi comment il va se relever de ça? Il a dit qu'il n'y avait jamais eu un été aussi productif côté entraînement. Il n'y a pas le choix de travailler fort, là, peu importe, au salaire qu'il fait. Non, il n'y a pas le choix de travailler fort. Puis les Flames ont misé beaucoup sur lui, puis visiblement, il ne livre pas la marchandise. Disons que le DG est parti au bon moment. Oui, vraiment. Puis c'est l'ancien là, des Flames, là, Craig Conroy, qui a eu des belles années là, à Calgary, qui a repris le poste de directeur gérant. Avec un nouveau coach aussi, là, Ryan Oska, que moi je connais pas du tout. Fait que voilà. Hockey le Magazine là, prévoit 60 points à Huberdeau. C'est pas la mer à boire, mais en même temps, tu sais, là, Huberdeau, depuis qu'il est à Calgary,
C'est 55 points à son année où il est arrivé en 79 matchs, 52 l'année passée en 81 matchs, seulement 12 buts. Fait que 60 points, c'est quand même une prévision optimiste pour l'équipe de hockey de la Magazine. Fait que voilà, j'avais pas grand-chose à dire du côté des Flames. C'est pas un club qui m'excite beaucoup. Ils vont rater les séries. Puis, il n'y a pas de joueurs spectaculaires à regarder non plus vraiment. Non. Ce qu'il y a de plus spectaculaire, c'est les cheap shots à Nazem Kadri. Combien de matchs vont être suspendus cette année? C'est tout ce qui pourra nous exciter du côté des Flames. Prochaine équipe, mon cher Hubert, les Oilers de Connor McDavid. Oui, monsieur. Devraient finir premier de la division Pacifique. C'est un gros club. Ils ont ajouté quand même un peu de profondeur cette année là, avec l'ajout de vétérans comme Victor Arvidsson. Ils ont même ramassé Jeff Skinner qui pourrait lui donner un peu plus d'offensive, diversifier leur offensive, là, si je peux le dire comme ça. Mais ils misent sur un noyau très, très solide là, avec le capitaine Connor McDavid, Léon Draisaitl, le jeune Evan Bouchard à la défense qui est incroyable, là, qui joue vraiment... il y en a qui disent qu'il récolte beaucoup de points dus à McDavid, mais moi je pense qu'il y a quand même... un coup de patin très fluide, puis un très bon lancer. En plus d'avoir une très bonne vision de jeu, je pense qu'il serait excellent ailleurs. On a Zach Hyman aussi qui complète très bien le McDavid et Léon Draisaitl comme grinder en avant du but, là, qui ramasse des déchets là, plus que les vidangeurs ici à Saint-Fer en avant du but. Ça y va au toast, un après l'autre. C'est sûr, il a fait 50... C'est pas 54 buts l'année passée? Oui, quelque chose comme ça. Incroyable. Puis, c'est ça. On s'est rajeuni aussi. On a été chercher Mathieu Savoie, qui est un prospect là, quand même intéressant. Là, un 9e choix en 2022. On a Raphaël Lavoie. Il va être en mesure de se tailler une place avec l'équipe, j'en doute. Mais bon, lui, quand même un 38e choix en 2019. Là, l'horloge commence à faire tic-tac pour lui. Voilà, ça sera Stuart Skinner, là, encore le gardien numéro 1. Puis, on devra composer avec le contrat de Darnell Nurse à la défense, là, qui est une vraie plaie pour cette équipe. On a été quand même capable de se débarrasser du Québécois, là, Vincent Desharnais, là, qui faisait pas grand-chose puis qui n'a pas été très utile durant les séries éliminatoires. Les Oilers qui ont perdu en finale de la Coupe là, contre les Panthers, qui ont vendu clairement chèrement leur peau, je veux dire. Ça a été une très bonne finale, mais bon... les Panthers, équipe plus complète, je pense. C'est là que ça s'est joué un peu. Oui. La profondeur. La profondeur des Panthers a fait qu'ils ont gagné. Mais bon, à suivre pour la prochaine année. Est-ce que l'équipe va avoir encore autant d'essence dans le réservoir? Léon, on l'avait dit dans le dernier podcast, là, qui a quand même signé un lucratif contrat là, de 8 ans à 12,5 millions. Lui, c'est pas 14? 14 millions? Il me semble. Moi, j'avais 12,5, mais... Joueur le mieux payé de la Ligue. Oui, il devient le joueur mieux payé, là, on en avait parlé, mais je vais le vérifier, là, parce que j'en serais pas un premier fourvoiement. Combien de points pour McDavid cette année, PA? Moi, je ne serais pas surpris qu'il en fasse autour de 150. Même si 8 ans, 112 millions. Fait que ça nous fait... presque ça. Oui, hein? Fait que non, c'est ça. C'est 14 millions. McDavid gagne 12,5, tu sais, pour présentement. Puis là, Léon l'a surpassé avec un salaire annuel oscillant autour de 14 millions. Ouais, moi, je m'attends à 150 points là, pour McDavid, là, qui est vraiment là, dans son prime puis qui trouve toutes les façons possibles de faire des passes, marquer des points. C'est vraiment le joueur le plus spectaculaire de la Ligue.
Il est incroyable. J'ai rien à redire contre lui. Même si je ne cracherai pas sur quelques petites blessures ici et là au courant de la saison, puisque ce sera notre ami Martin qui l'aura dans son pool. Il nous casse les oreilles avec ça depuis le tirage fait le printemps passé. Fait que si jamais le karma pourrait le rattraper, mais non, je lui souhaite pas ça, là. Je lui souhaite beaucoup de plaisir, mais je me souhaite la victoire encore plus. Fait que voilà, ça fait le tour du côté des Oilers. Si tu n'avais rien à rajouter, on va prendre un autre appel. Penses-tu que Connor va faire comme Crosby puis va signer un peu à rabais comme Crosby a signé aujourd'hui? Je ne pense pas, puis là, tu me scoopes mon sujet final, mais c'est pas grave, on va en parler tout de suite. Crosby, Hubert fait allusion à la prolongation de contrat là, de 2 ans que Sidney a signé pour 8,7 millions par année. C'était déjà une aubaine quand il a signé ce contrat-là en je ne sais plus quelle année. Là, ça fait il devait avoir signé pour 8 ans, probablement. Ouais, c'est ça. Il y a 8 ans. Puis là, il a décidé de re-signer ça. On avait une petite discussion là, sur notre groupe du pool, puis René disait c'est pas tant une aubaine, 8,7 millions. Non, c'est pas une aubaine tant que ça, mais pour un gars qui avait au-dessus de 90 points ces 2 dernières années, même s'il arrive à bientôt 40 ans, je pense que c'est très peu cher payé pour s'offrir les services de Sidney Crosby. Puis moi, mon point, c'était que Crosby, peu importe le salaire, qu'il accepte de rester à Pittsburgh, là, malgré pas la déchéance, le mot est peut-être un peu fort, mais la perte de vitesse des Pingouins, de rester fidèle à ce club-là qui l'a repêché, c'est déjà un move de très grande classe là, pour Sidney Crosby, qui est de loin mon joueur préféré dans la Ligue nationale. Monsieur Golden Goal aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Gagnant de la Coupe Stanley. Il y a 3 coupes, hein, Crosby? Oui. 3 coupes Stanley, puis c'est magique, là. Il ne faut pas que je parte sur Crosby, mais tu sais, on va manquer de temps. Il avait débuté avec Mario Lemieux, il restait dans le sous-sol chez Mario. Oui. Mario qui fait un retour au jeu pour accompagner le kid, puis qui a fait vibrer la LHJMQ avec l'Océanique de Rimouski. Crosby. Bref, je vous ferai une émission spéciale Sidney Crosby un jour. Je l'aime. Mais tu sais, juste par comparaison, le Stamkos, là aussi, il est parti du Lightning cet été, il a pris 8 millions 4 ans pour aller avec les Prédateurs. Oui. Mais lui, il aurait aimé rester avec le Lightning, qui visiblement lui ont manqué de respect dans l'offre qu'il lui offrait pour rester là. On ne le saura pas, là, mais ça semblait clair que lui voulait rester là, puis que le Lightning ont dit on ne sait pas comment, mais on va se passer de toi, mon cher Steven Stamkos. Mais bon, pour revenir à McDavid, je serais surpris qu'il accepte un salaire plus bas ou de conserver le même salaire annuel que là pour offrir une certaine latitude à son DG. Premièrement, parce que les Oilers ne le méritent pas. Stan Bowman va faire quoi? Va prendre quoi comme décision avec ça si McDavid lui laisse du lousse? Ils ont fait plein de mauvais moves, là, puis les plus récents, c'est les offres hostiles là, qui ont reçu parce qu'ils ont refusé de signer le joueur à des prix bien raisonnables. Fait que voilà, je pense pas qu'il va le faire pour ces raisons-là. Mais je pense aussi que McDavid, c'est loin d'être le plus grand leader, malgré son talent qui est incommensurable puis qui est indéniable. Je pense que c'est pas le plus grand leader à avoir porté le C dans la Ligue nationale. Voilà. Il nous reste les Kings. On va finir avec les Kings, mon Hubert. Un club un peu comme les Flames là, qui sont pas très excitants. On a vu, ils se sont débarrassés de Pierre-Luc Dubois. Arvidsson est parti pour la capitale de l'huile au Canada, là, Edmonton. Mais on accueille le vétéran défenseur Joel Edmondson, qui a quand même connu de belles années, qui a rendu de fiers services aux Canadiens. Puis on va avoir Darcy Comper devant
le filet. Moi, je pense qu'ils ne feront pas les séries. Kopitar est vieillissant. On a quand même des bons joueurs là, comme Fiala, Kempe, des jeunes comme Byfield. Mais Laferrière aussi qui a été très bon là, l'année passée. Mais bon, je pense que ça va se battre pour les séries. Puis je ne serais pas surpris, avec quelques blessures ici et là, que les Kings ratent les séries. Je suis d'accord avec toi. C'est un club qu'on dirait qu'on ne sait pas trop dans quelle direction ils s'en vont. Oui, c'est ça. Ils sont comme rajeunis il y a une couple d'années. Puis ils ont comme essayé après ça un reset. Bergevin il est passé là. Puis mais il n'est plus là? Il est-tu encore là? Moi, je pense qu'il est encore là. Ouais. Mais on dirait que la direction, pour moi, la direction n'est pas claire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça pourrait descendre assez rapidement avec Doughty puis justement Kopitar qui sont assez âgés. Oui, Kopitar qui a eu une bonne année l'année passée encore, mais il rajeunit pas, puis c'est pas le meilleur coup de patin non plus. Là. Il n'a jamais été reconnu pour son coup de patin. Mais bon, il est encore à Los Angeles, là, Marc Bergevin. Il était pressenti là, au poste de directeur général des Blue Jackets, mais finalement, on lui a préféré quelqu'un d'autre. C'est toujours Rob Blake là, qui est le directeur général là-bas, un ancien Kings. Mais comme tu dis, on ne sait pas trop quelle direction. Ils se sont rajeunis, mais c'est pas une reconstruction en tant que telle. Ils me font penser aux Canadiens des 20 dernières années. Là, on est clairement en reconstruction. Mais avant, c'était un peu ça. Hein? On avait quelques jeunes, puis là, on signait des joueurs autonomes, puis on essayait de rester dans le mix, là, comme il disait un matin au tournoi de golf. Fait que ça va être ça. Ça va être le mix pour les Kings. Ils se sont trompés aussi avec Turcotte, je pense. C'est le 5e overall, puis ça... Oui, 5e en lui. 2019, puis là, il est rendu à 23 ans, puis il est toujours dans la Ligue américaine, là, puis visiblement, non, ça décolle pas, mais qui sait, ça pourrait être un late bloomer, comme on dit dans le milieu, puis ça pourrait être cette année. Ils ont quand même des joueurs intéressants, là, comme je disais tantôt, le Fiala, Kempe, Byfield. Moi, j'aime bien Byfield. Là. Je voulais que le Canadien le repêche, d'ailleurs. Mais bon, ils ont beaucoup de jeunes. Là. Brent Clark qui a 20 ans, Jordan Spence à 22, Laferrière à 22, Turcotte à 22, Kaliev à 22, Akil Thomas qui a 24, mais je ne sais pas c'est qui, là, mais il devrait être, selon Hockey Magazine, il devrait être dans l'équipe, il devrait faire l'équipe. Fait que voilà. Devant le filet, ben, comme je disais, ça va être Darcy Kumper, épaulé par David Riddich. Fait que voilà, ça fait le tour de nos 4 premiers clubs de la division Pacifique. On vous reviendra avec les Sharks, le Kraken, les Canucks et les Golden Knights lors d'un prochain épisode. Puis après ça, ben, on embarque dans l'Ouest. Là, le fun va prendre. Fait que voilà, je te remercie, mon cher Hubert. Avais-tu quelque chose à rajouter? Merci à toi, mon PA. J'ai déjà hâte de faire tomber dans l'Est par après. Là, j'ai hâte qu'on arrive à nos Canadiens. Oui, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Puis, c'est ça. En terminant, tu n'avais pas de commentaires à nous faire sur notre fin de soirée de vendredi. On garde ça pour les Patreons. Oui, exactement. Il faut payer pour avoir les détails. Pour avoir les scoops. Fait que, voilà. Vendredi, en sortant du stade, on a croisé Michel Laplante, qui était là. Un monsieur, stature très impressionnante, qui semblait bien heureux, puis qui prenait le temps de serrer la main des partisans. Voilà. On avait nos amis de Beauharnois aussi. Comment il s'appelait donc? Johnny de Beauharnois. Oui, c'est vrai, il était supposé d'écouter ça. Johnny, là, il a donné des stickers du podcast, puis il nous a bien dit qu'il écouterait ça. Puis Johnny de Beauharnois, qui était sa brosse, qui a donné des petites cannes de Budweiser à David et Hubert. Si tu es à l'écoute, notre Johnny, on te salue, puis on espère que ça va bien, puis que vous avez une belle fin de soirée. On l'a vu avant la game, on l'a vu après la game, puis fait que ça a été ça. Fait que voilà, te voilà salué, mon cher Johnny.
OK. Fait qu'on se laisse là-dessus. Merci, là, ceux qui ont été à l'écoute encore une fois. C'est trop d'amour. J'en mérite pas autant. Merci d'avoir été là. Puis on se dit à la prochaine.